Bonjour et bienvenue à cette édition 2024 du Forum de la dissidence de Polémia. 300 000 milliards de dettes. Un montant faramineux à côté duquel nous ne pouvions évidemment pas passer. Alors comment expliquer ce chiffre ? Et surtout, est-ce une fatalité pour notre beau pays ? Nos politiciens vous répondront que oui, qu'il s'agit là du prix à payer pour faire tourner notre économie, nos infrastructures de santé, nos institutions. Mais vous vous en doutez, toutes les excuses sont bonnes pour justifier l'incompétence et surtout les augmentations d'impôts. Loin des justifications malhonnêtes, les analystes et experts que nous vous proposons d'écouter aujourd'hui ont déterminé les postes de dépenses dont nous pourrions nous passer et qui soulageraient notre économie. Mieux, ils se sont penchés sur ces dépenses. Ils se sont penchés sur ces dépenses qui, ne se contentant pas d'être inutiles, sont aussi nuisibles pour notre France. Cette nuance sémantique, loin d'être un détail, s'avère donc être le sujet de notre première intervention. Et pour en parler, je vous demande d'accueillir le polémiarque et essayiste Michel Geoffroy. Bonjour à tous et à toutes, ou à tous, comme on dit. Alors le thème de ce 10e forum peut paraître technique. Il l'est en partie, mais pourtant, en fait, la question de la dette et des déficits est aussi devenue une question idéologique et politique. Parce que force est de constater quand même qu'on a laissé filer dans notre pays la dette, comme on a laissé filer l'immigration, comme on a laissé filer la désindustrialisation, comme on a laissé filer la délinquance ou l'effondrement de l'enseignement. Parce que tout se tient, en fait. Alors, s'agissant de la dette française, tout le monde connaît les chiffres qui nous sont répétés en permanence. Les 3 000, alors c'est même théoriquement un peu plus que 3 000 milliards, c'est 3 228,4 milliards à la fin du deuxième trimestre 2024, c'est-à-dire à peu près 113% du PIB. Bon, alors tous ces chiffres qu'on nous donne ne signifient pas grand-chose en eux-mêmes si on ne les met pas en perspective. Par exemple, depuis en 2007, quand François Fillon est Premier ministre, il déclare « Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite ». En 2007. Eh bien, depuis 2007, la dette, en fait, a augmenté, elle a plus que doublé, elle a augmenté de 266%. Macron régnant, elle a augmenté presque de 1 000 milliards. Et le déficit annuel s'établit, alors ça dépend des jours, mais s'établit aux alentours de 150 milliards, c'est-à-dire, semble-t-il, un peu plus de 6% du PIB. Et l'intérêt de la dette qu'on paye, c'est à peu près l'équivalent du budget du ministère de la Défense. Alors, c'est aussi intéressant de comparer à la dette des pays africains actuels. Alors, vous allez me dire, oui, mais on a remis une partie de la dette. OK. Mais la dette des pays africains actuellement, c'est 1 152 milliards de dollars. Donc, ça veut dire de dollars. Bon, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre dette, elle est 3 fois plus élevée que la dette des pays africains. On pourrait aussi comparer à l'UE. Alors, par rapport à l'Union européenne, nous sommes le 3e pays le plus endetté, derrière la Grèce et l'Italie. Mais en fait, si on regarde en valeur absolue, on est le premier. Parce que la dette de la Grèce, c'est jamais que 369 milliards. Donc par rapport à nous, bref. Et j'ose pas, bien sûr, faire des comparaisons sulfureuses. Par exemple, la Russie, la dette russe, c'est 15% de son PIB, ou la dette chinoise, d'après les données chinoises, c'est 55% de son PIB. Donc nous. Alors, le recours à l'emprunt, c'est un pari sur l'avenir, qui postule que demain, nous aurons les ressources qui nous permettront de le rembourser. Mais on voit bien que ce pari, vous le savez bien, il n'est viable que si on se trouve dans une dynamique d'enrichissement réel. Or, précisément, aujourd'hui, l'enrichissement comme la croissance sont de plus en plus fictifs en Europe. Notamment, je renvoie au dernier livre d'Emmanuel Todd sur ce sujet qui est assez intéressant. Et notamment en France.
Parce que notre croissance, non seulement elle est faible, mais en réalité, compte tenu de la désindustrialisation massive, de la hausse du coût de l'énergie, du vieillissement de la population, du poids de la bureaucratie, on en parlera, et de la baisse de la productivité, en réalité, on n'est pas du tout dans une véritable dynamique d'enrichissement. Et donc, par conséquent, tous ceux qui nous ont poussés dans la dette ont tiré à nos dépens des chèques sur l'avenir. Alors, il faudrait se demander pourquoi on a laissé filer. Alors, il y a plusieurs explications plausibles. Le cynisme de nos oligarchies, d'abord. Parce qu'évidemment, un complotiste pourrait dire, est-ce que la dette n'est pas un moyen choisi par nos oligarques pour détruire la souveraineté des États en les plaçant sous la tutelle des organisations financières, des organisations bruxelloises, internationales et, bien sûr, des prêteurs, comme la Grèce, rappelez-vous, avait été mise sous la tutelle de fait de ce qu'on appelait à l'époque la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, en 2010, parce que sa dette, à l'époque, elle représentait 177% de son PIB. Et donc, un complotiste pourrait dire, mais en rendant la France ingouvernable de l'intérieur, on la rend mûre pour la gouverner de l'extérieur. C'est ce que d'ailleurs Nicolas Bavrez écrivait récemment dans Le Figaro, je cite, « La France est devant un choix clair, le redressement ou la mise sous tutelle ». Alors, personnellement, je considère que ce type d'explication a quand même l'inconvénient de surestimer gravement nos dirigeants. Deuxième explication possible, l'incompétence, précisément. En France, la dette et les déficits et les impôts suivent la gauche comme l'orage suit la nuée. Je rappelle qu'en 1990, le dernier budget présenté en quasi-équilibre, c'est juste avant l'élection de François Mitterrand. En 1980, à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, en 1980, la dette publique ne représentait alors que 20% du PIB, c'est-à-dire 92 milliards de francs et pas d'euros. Alors, c'est ce que relève André-Victor Robert dans son essai « La France au bord de l'abîme ». À la différence de ses voisins, notre pays a financé ses dépenses publiques à la fois par l'impôt et par l'endettement, et cela dans des proportions inégalées. Et l'auteur écrit « On ne pouvait pratiquement pas faire pire, c'est presque inconcevable d'atteindre un résultat aussi calamiteux, et pourtant nos dirigeants l'ont fait ». Et notre pays, on aura l'occasion de l'évoquer aujourd'hui, présente la particularité en Europe de cumuler une fiscalité élevée, une dette publique élevée, des dépenses publiques élevées et un mécontentement élevé. Bravo, bravo les experts. Alors, je dirais à ce stade, contrairement à un discours qu'on entend, la dette n'est pas véritablement la responsabilité des Français. Vous savez, c'est le discours « les Français vivent au-dessus de leurs moyens », etc. Le grand discours de nos dirigeants, c'est toujours la faute des Français. C'est comme M. Le Maire qui vient d'affirmer que le déficit actuel, ça résulte des choix du gouvernement Barnier. Bon, alors, en fait, je considère personnellement, les Français sont responsables, oui. Ils sont responsables de voter pour les candidats du système. Ils sont responsables de se laisser manipuler par la propagande. Mais fondamentalement, la dette et les déficits résultent de mauvais choix politiques qui ont été faits et du manque de courage de nos gouvernants et de nos parlementaires, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on a toujours tendance à parler des gouvernants. On oublie un peu trop les parlementaires, parce que le budget, il est quand même voté par le Parlement, et qui sont incapables de conduire les réformes nécessaires dans la durée pour rétablir l'équilibre des finances publiques. Alors, troisième explication, c'est l'impuissance. C'est le grand secret qu'on nous cache à chaque élection. Pensons en effet à ce que peut faire un ministre de l'économie dans un pays comme le nôtre, où la monnaie et le taux de change sont de la compétence de la Banque centrale européenne, les tarifs douaniers et la politique commerciale sont de la compétence de l'Union européenne, où les marchés sont dérégulés et où les grandes orientations de politique économique sont fixées par Bruxelles. En fait, ce ministre de l'économie a du temps. Il a du temps pour écrire des livres, comme M. Le Maire, qui a écrit
6 livres en 7 ans. Il a le temps de regarder les trains passer, hein, comme l'actuel ministre de l'Industrie, vous l'avez vu, qui affirme, je cite, « Des annonces de fermeture de sites, il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. » Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un ministre, c'est une sorte de monsieur météo qui commente des processus qui lui échappent très largement. Alors, bon, vous avez compris en réalité que les 3 explications se mélangent, hein, c'est-à-dire que nous avons des oligarchies qui sont à la fois cyniques, incompétentes et impuissantes à garantir le bien commun. Alors, revenons à la question fondamentale, comment sortir de cet endettement et des déficits croissants qu'ils nourrissent. Alors, pour la gauche, vous le savez, la cause est entendue, il suffit d'augmenter les recettes, de faire payer les riches, de taxer les entreprises. Alors d'ailleurs, si on en croit certains sondages, il y a une majorité de Français qui seraient d'accord pour que les autres payent. Hein. Ils disent, eux, on est d'accord. Bon. Alors, on connaît la chanson, hein, parce que la prétendue solution fiscale des déficits bute dans une économie ouverte et dérégulée comme la nôtre sur le fait que la richesse et les profits peuvent facilement se délocaliser, sans même évoquer, bien sûr, l'impact négatif sur la compétitivité nationale d'une nouvelle augmentation de la pression fiscale ou sociale. Mais il est vrai que la gauche ne comprend pas grand-chose, vous le savez, à l'économie politique. En Occident, aujourd'hui, les acteurs de marché ont acquis la capacité de menacer de retirer leurs capitaux si les États ne font pas en sorte de rendre leurs investissements profitables. C'est ce qu'on appelle aussi, il y a le phénomène dit de cartélisation de l'économie occidentale, c'est-à-dire la concentration des activités économiques, les GAFAM, les Big Pharma, le complexe militaro-industriel, les NATU, comme on les appelle, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, etc. Toutes ces entités, aujourd'hui, ont un pouvoir de pression très fort. Elles ont même une capacité de faire la loi dans tous les sens du terme. C'est ce que le sociologue de l'économie allemand Wolfgang Streeck appelle la crise fiscale de l'État qui frappe les pays occidentaux, qui frappe manifestement un peu moins les pays les BRICS notamment, puisque dans ces pays, comme par hasard, l'État est en général un peu plus fort pour dompter les oligarchies. Alors dans ce contexte, dans un tel contexte d'économie ouverte, quand on dit qu'on va utiliser le levier fiscal, ce n'est pas les riches qui vont payer plus, c'est ceux qui vont payer plus et ceux qui n'ont pas la capacité de localiser à leur gré leurs actifs. Et c'est qui ces gens ? C'est les PME, c'est les classes moyennes, c'est les retraités, c'est les petits épargnants, c'est les propriétaires immobiliers, c'est les héritiers, c'est les automobilistes, c'est les consommateurs locaux, etc., etc. D'où le fait que quand on dit on va faire payer les riches, on sait très bien que ce n'est pas ce qui va se passer. D'ailleurs, on le voit déjà avec le malheureux gouvernement Barnier qui, dans un premier temps, nous a dit « oui, il y aura une hausse exceptionnelle et limitée sur certains contribuables très aisés et certains profits ». Puis maintenant, on en est à élargir l'assiette et à faire le concours Lépine des taxations les plus diverses et variées ou des non-revalorisations. Alors, notre vision des choses, c'est de dire non, on ne peut pas restaurer l'équilibre des finances publiques si on se limite à une approche de ressources. Le vrai sujet, c'est qu'il faut impérativement et prioritairement réduire les dépenses, et c'est vraiment le thème central de notre forum. Alors, réduire les dépenses, me direz-vous, oui, mais lesquelles ? Oui, mais comment ? C'est ça le sujet. Alors, contrairement à ce que prétendent les libéraux fanatiques, toute dépense publique n'est pas forcément mauvaise en soi, et contrairement à ce que prétend la gauche, toute dépense publique n'est pas forcément bonne en soi. Il faut donc distinguer les bonnes et les mauvaises, et c'est notamment de mettre l'accent sur ce qui est nuisible. Et c'est ce qu'on va analyser tout au long de ce forum. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne dépense ? Une bonne dépense, c'est une dépense qui augmente la productivité, la sécurité, l'indépendance et l'identité de la nation, ou qui sert à financer des infrastructures. Ça, c'est des dépenses utiles. Et en plus, financer des investissements productifs par l'emprunt, ce n'est pas complètement une mauvaise idée, dès lors qu'on est dans une bonne conjoncture. C'est d'ailleurs ce que notre pays a fait dans le passé,
sur le nucléaire, sur le plan calcul, sur la recherche, l'industrie d'armement ou les infrastructures, le réseau routier. Alors c'est là, justement, d'ailleurs, que nos gouvernants ont une part de responsabilité. C'est qu'ils ont augmenté la dette, mais principalement pour soutenir le revenu ou l'activité de certains, mais pas vraiment pour investir dans l'avenir. Alors qu'est-ce que c'est, à contrario, qu'une dépense nuisible ? Alors une dépense nuisible, ce n'est pas forcément une dépense inutile. Une dépense inutile, c'est une dépense qu'on peut supprimer, mais bon, ça ne change pas fondamentalement les choses. Enfin, sauf que ça produit généralement des impôts. Mais une dépense nuisible, c'est une dépense aux effets mal maîtrisés, une dépense de guichet qui ne s'arrête jamais, une dépense qui génère de la bureaucratie et du parasitisme, une dépense qui contribue à la déconstruction de notre nation, de notre culture ou de notre identité, une dépense qui ne contribue pas à la croissance et sociale, une dépense qui profite aux autres avant de profiter aux nôtres. Alors, ces dépenses nuisibles qu'on va évoquer, elles se reconnaissent aussi à certains traits marquants. D'abord, souvent, et même la plupart des cas, une dépense nuisible, c'est une dépense qui suit non pas l'intérêt public, mais qui suit un objectif politiquement correct. Exemple, financer les médias de propagande pour diffuser la propagande, ça c'est un bel objectif. Pour financer des associations immigrationnistes, voilà un bel exemple d'objectif politiquement correct. Ou bien, comme on en débat aujourd'hui, prendre en charge la totalité des frais de transition de genre par la sécurité sociale, au même moment où on nous explique qu'il faut réduire la prise en charge des affections de longue durée. Les affections de longue durée, pardon. Deuxième caractéristique, les dépenses nuisibles ont une caractéristique budgétaire simple, elles sont toujours prioritaires, parce que l'idéologie les sanctuarise. Et alors, vous savez en plus que moins ça marche, quand les idéologues constatent qu'un processus ne marche pas, qu'est-ce qu'ils disent ? Il faut augmenter les moyens, évidemment. Moins ça marche, plus il faut mettre de l'argent, des réglementations et des impôts. Alors, nous en avons des exemples classiques dans notre pays, avec les budgets de l'éducation nationale, de l'intérieur et de la justice, qui ne cessent d'augmenter depuis des années, avec des résultats qui ne sont pas excessivement probants, manifestement. On en a un autre exemple classique avec l'aide médicale d'État, n'est-ce pas, qui est toujours sanctuarisée en application de nos prétendues valeurs d'accueil et bien entendu sur la pression militante de la gauche et des associations immigrationnistes. Alors par contre, nos endetteurs n'ont jamais hésité à réduire les moyens des services régaliens, réputés moins sensibles politiquement. Je pense notamment au ministère de la Défense, qui a été la grande variable d'ajustement budgétaire depuis des années, ou de réduire des dépenses qui bénéficient à tous les Français. Pensons à la poursuite permanente de la suppression des lits d'hôpitaux dans notre pays, comme si rien ne se passait. Alors, les dépenses nuisibles me font un peu penser à un concept particulier de dette qui s'appelle les dettes odieuses, qui a été un concept qui a été inventé par un juriste russe qui s'appelle Alexander Sak au siècle dernier. Qu'est-ce que c'est qu'une dette odieuse ? C'est une dette qui ne découle pas d'un intérêt public. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'écrivait cette personne. Il disait, je cite, « Les dettes odieuses, contractées et utilisées à des fins qui, au su des créanciers, sont contraires aux intérêts de la nation, n'engagent pas cette dernière au cas où elle arrive à se débarrasser du gouvernement qui les avait contractées. Les créanciers ont commis un acte hostile à l'égard du peuple. Ils ne peuvent donc pas compter que la nation, affranchie d'un pouvoir despotique, assume les dettes odieuses qui sont des dettes personnelles de ce pouvoir. » On pourrait y penser dans l'avenir. Alors, tout au long de ce forum, de nombreuses personnalités et experts vont analyser différentes catégories de dépenses nuisibles. Principalement les dépenses liées à la folle politique migratoire ou à la politique de la ville, les sommes inutilement versées à des États étrangers ou à l'UE, les coûts exorbitants de la transition énergétique, les inépuisables subventions versées aux médias de grand chemin ou aux associations militant pour le politiquement correct, ou encore les coûts de la bureaucratisation. Autant de milliards à économiser
d'ores et déjà, on a au moins un gisement de 150 milliards. Mais, hélas, si je puis dire, cette liste n'est pas limitative, parce que les nuisibles pullulent, un peu comme les rats à Paris, si vous voulez, il y en a de plus en plus. Pourquoi ? Parce que nos gouvernants sont non seulement pas très compétents, mais ils sont surtout impopulaires. Et quand on est impopulaire, on n'est pas capable de mener des réformes Or, pour réduire les dépenses, il faut faire des réformes. Si on se borne, comme on a fait dans les années passées, à rogner à la marge les budgets des ministères sans jamais toucher à l'activité, aux fonctions, on ne change rien. On ne change rien. Et en fait, on recrée constamment des dépenses nouvelles. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque année, on a supprimé des emplois publics. Et finalement, au bout du compte, les emplois publics ont augmenté sur le long terme, ce qui est quand même une performance très forte. Bravo la réforme de l'État. Et les gouvernants sont impopulaires. Pourquoi ? Parce que nous subissons un État qui est à la fois trop pesant et trop absent. Trop pesant sur des sujets accessoires et trop absent sur des sujets qui préoccupent la majorité de nos concitoyens, que ce soit la sécurité, que ce soit la prospérité, que ce soit les services publics ou l'immigration. D'où d'ailleurs une question lancinante qui nourrit le ras-le-bol fiscal, mais aussi le ras-le-bol politicien. À quoi servent vraiment les impôts que nous payons ? Et donc, par conséquent, obligé de vous annoncer que si aujourd'hui nous ouvrons la chasse aux dépenses nuisibles, celle-ci ne va pas se terminer aujourd'hui. J'espère qu'elle va continuer. Alors, pour stopper les dépenses nuisibles, il faut du discernement et du courage politique. Parce qu'il est toujours plus facile, vous le savez, de créer ou d'augmenter une taxe ou une dette que de diminuer une dépense publique. C'est ce que l'économiste libéral Milton Friedman, il y a 40 ans de cela, avait analysé dans un ouvrage célèbre qui s'appelait « La tyrannie du statu quo », où il expliquait que, tout simplement, toute dépense publique est assise sur un trépied très solide. Le trépied solide, c'est les politiques qui l'initient et qui gagnent de la notoriété, les bureaucraties qui mettent en œuvre la dépense, et puis troisièmement, bien sûr, les bénéficiaires finaux. Et ces gens-là sont très conscients de leurs intérêts. Par contre, ces dépenses sont financées par une masse indéterminée de ceux qui payent l'impôt ou de ceux qui prêtent de l'argent aux États. Et donc, non seulement c'est plus dur de réduire une dépense que d'augmenter une recette, mais en plus, l'emprunt offre un énorme avantage politique, c'est qu'il est nettement moins visible que l'impôt, a fortiori lorsque, comme c'est notre cas, la monnaie unique brouille l'impact de la dette sur les taux de change, par définition. Et donc, c'est pour ça que l'endettement est une grande tentation de nos politiques, d'autant que la montée en puissance des nouveaux États civilisationnels, l'enrichissement de l'Asie, l'enrichissement classique de pétromonarchie a fait qu'il y a toute une masse monétaire qui a besoin de s'investir et qui donc s'investit facilement dans les dettes souveraines. Il va de soi aussi que les taux, très faibles taux, les taux zéro, voire des taux négatifs, ont été aussi un puissant incitatif à l'endettement. Ce qui explique d'ailleurs que une partie, plus de la moitié de notre dette, soit détenue par des non-résidents, ce qui, personnellement, je considère, n'est pas forcément un mauvais signal. Ça prouve simplement qu'on nous fait encore un petit peu confiance, même si les orientations que prend l'Union européenne vis-à-vis des avoirs de certains pays étrangers vont peut-être pas contribuer à poursuivre dans cette voie. Alors, conclusion, il faut plus de courage politique pour réduire des dépenses que pour agir sur les recettes. Alors, la question qu'on va se poser tout au long de ce forum, c'est est-ce que notre pays sera capable d'inverser la spirale dans laquelle il est, des déficits et des dettes, sans un choc salutaire qui nous ferait sortir de notre dormition, pour reprendre l'expression de Dominique Vénère. Alors la question est ouverte, elle reste ouverte, mais en tout cas nous espérons que ce 10e forum permettra d'apporter un début de réponse et puis aussi de donner des idées à des politiciens qui n'en ont pas.
Bon forum à tous.